Donc nous allons faire ce premier webinaire sur les contrôles, on va dire, de base et l'autocontrôle que l'on attend des personnes qui font l'ENCHAD lors de leur première validation. Donc on va parler d'un certain nombre de tableaux de contrôle de Arcane et d'Aramis et des routines d'autocontrôle qu'il faut avoir. Donc ensuite, on aura deux autres webinaires dont vous avez eu les dates transmises, hein, et qui sont aussi sur la page de l'NCHAD. Le deuxième webinaire, il traitera des contrôles un peu plus approfondis, notamment lorsqu'on arrive au coût au séjour. Et le dernier webinaire traitera des principaux points que l'on rencontre lors de la supervision. Donc on aura déjà les points, les problématiques, les points d'attention de méthodologie que l'on souhaite vous signaler au cours de la supervision de l'ENCHAD, puisqu'on aura déjà un peu de recul avec un certain nombre d'établissements qui auront déposé une première version de leurs données, puisque d'une part, on a déjà un établissement qui a déposé ces données de façon assez précoce, et d'autre part, la date de première validation anticipée est le 15 juin, donc on sait qu'il y a un certain nombre d'établissements qui vont viser cette date pour transmettre leurs données. Donc vous pouvez utiliser euh, le Q&A, question-réponse, qui est un module sur lequel vous pouvez poser vos questions. Il y a aussi un module chat, mais préférez plutôt utiliser le Q&A parce que ça permet que tout le monde voit votre question et que l'on puisse voilà, la traiter au fil de l'eau. Donc si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à intervenir dessus et pour qu'on puisse y répondre, puisque a priori tous vos micros sont coupés. On peut aussi réactiver vos micros si à un moment donné vous avez besoin de poser la question de vive voix, c'est également possible. Donc la webconférence est enregistrée, elle sera disponible aussi sur la page euh, de l'ENCHAD. Et si certains d'entre vous sont nouvellement en charge de l'ENCHAD et souhaitent voir d'ores et déjà, après cette webconférence, le module 2, la deuxième webinaire, vous pouvez regarder celui de l'année dernière. Il est en principe également disponible sur la page de l'ENCHAD de l'année précédente. Donc si certains d'entre vous cherchent on va parler justement de ces ressources documentaires auxquelles vous pouvez avoir accès. Donc, je vois que parmi les participants, il y a quelques personnes qui, à ma connaissance, font le NCHAD pour la première fois. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de questions naïves. On est là pour répondre à toutes les questions. Il y en a qui dans la liste des participants, font le NC depuis de nombreuses années et continuent également on peut toujours affiner un certain nombre de points concernant le NC. Donc voilà, on est sur le premier module, appropriation des tableaux de contrôle et l'autocontrôle. Pour nous, c'est vraiment important que les personnes en charge de l'ENC fassent leur autocontrôle avant de nous donner la main, puisque lorsque les superviseurs vont commencer à analyser, si les contrôles de base ne sont pas réalisés, quelque part, ça va compromettre tous les autres contrôles qui suivent. Et donc, quelque part, tout le monde perd du temps si les contrôles de base ne sont pas stabilisés, à analyser des tableaux de contrôle beaucoup plus fins qui nécessairement seront impactés si les contrôles de base ne sont pas atteints. Donc également, pour que la validation anticipée soit prise en compte, il faut que euh, votre votre dépôt de données, le premier que vous validez, hein, vous pouvez en faire plusieurs jusqu'à votre validation, soit d'une qualité que l'on considère adaptée à l'analyse, en tout cas, avec une qualité suffisante pour qu'on puisse considérer que votre premier dépôt de date anticipée est valable. Et donc obtenir la prime de dépôt anticipé.
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le module 2, ça sera principalement sur des tableaux de contrôle un peu plus évolués et surtout sur la notion de coût, de base de coût et de travail sur les atypies, hein. Vous verrez, il y a quelques évolutions et déjà l'année dernière, on insistait sur le fait que l'on attend euh, un travail sur les atypies pour un certain nombre d'établissements plus poussés sur cette campagne. Euh, donc ça, vous verrez notamment avec l'outil visuel ENC. Dernier point, c'est le retour sur les erreurs de méthodologie et leur résolution pour les dépôts ultérieurs jusqu'à votre dépôt final, qui doit se faire avant fin septembre ou avant mi-septembre si vous voulez le dépôt anticipé, mais vous pouvez même le faire bien avant. Il convient juste de convenir avec votre superviseur du planning que vous avez décidé de suivre. Et chaque année, on a des dossiers qui se terminent en juillet ou août. Donc c'est tout à fait possible selon le planning, le calendrier et le moment où vous avez décidé de travailler sur le lycée. Donc, en bas de cette diapo, vous avez le site de l'ENCHAD Données 2022. Donc, c'est-à-dire, on traite les données de l'année 2022 en 2023. Donc, vous avez sur cette page l'ensemble des webinaires et des supports de présentation, dont celui qu'on est en train de passer, qui sont disponibles. On va voir donc dans un premier temps comment accéder à ces tableaux de contrôle. Donc, un petit rappel sur l'utilisation de la plateforme IENC qui permet d'y accéder, les ressources documentaires auxquelles vous avez accès, hein, donc qui vont vous permettre euh, de, de répondre à des problématiques, à des questions d'outils ou de méthodologie, hein. Bien sûr, vous pouvez faire appel également au superviseur pour confirmer ou répondre à certaines de vos questions. On va voir les thématiques de ces tableaux de contrôle et puis on va étudier les tableaux de contrôle des rubriques 1, 2 et 3. Je vais vous montrer dans l'architecture des tableaux de contrôle ce à quoi cela correspond. Donc le premier point, comment on accède à ces tableaux de contrôle? Eh bien, c'est la plateforme IENC, donc vous avez le lien ici. À partir de cette plateforme-là, c'est sur cette plateforme que vous allez transmettre les données qui sont générées par Arcane, commander les tableaux de contrôle. Et ensuite, vous allez pouvoir ici les télécharger, soit sous le format d'un zip avec l'ensemble des tableaux, soit vous pouvez aussi consulter directement sur la plateforme les tableaux au format HTML. Vous avez également, lorsque vous êtes sur la page qui permet de télécharger les tableaux de contrôle, le guide de lecture des tableaux de contrôle, c'est-à-dire le guide intégral de tous les tableaux de contrôle, ainsi que la liste des tableaux de contrôle. Donc sur cette même plateforme, vous allez pouvoir aussi valider vos données. C'est le moment où vous donnez la main au superviseur pour faire de son côté son contrôle et puis accéder à des restitutions d'informations. Donc le petit schéma ici, il permet d'expliquer comment finalement le workflow de travail que l'on suit dans le NC, l'établissement transmet ses données, commande les tableaux de contrôle, ensuite il fait son autocontrôle, hein, donc c'est ce point sur lequel on insiste chaque année, hein, mais qui est vraiment important, c'est-à-dire que c'est à partir de cet autocontrôle vous allez éventuellement euh, corriger ou ajuster certaines données, et ensuite redéposer, recommander les tableaux de contrôle, recontrôler. Et lorsque les données sont satisfaisantes, vous les validez. Donc, lorsque vous cliquez sur Valider établissement, le superviseur, lui, va faire ce qu'il appelle sceller les données, c'est-à-dire qu'il va bloquer la transmission. Vous ne pourrez plus transmettre pour qu'il puisse analyser les données sans que, entre-temps, il y ait un nouveau dépôt qui lui. Sinon, on va dire que ça serait difficile de s'organiser avec des versions qui seraient en parallèle. Donc là, en l'occurrence, les données sont scellées, le superviseur télécharge les mêmes tableaux de contrôle que vous et va vous faire un retour sur les points de contrôle qui appellent des explications, des justifications ou éventuellement des corrections. Donc, ce que je vous conseille de faire, et même c'est ce que l'on vous demande de faire, chaque superviseur, en principe, expliquer
euh, lors de la réunion de bilan préalable, c'est d'une part, d'établir un agenda sur les dates à laquelle vous pensez faire votre première et dernière validation pour qu'on puisse, voilà, s'assurer que on traite vos données le plus rapidement possible. Et d'autre part, que lorsque vous validez les données, on est informé, mais par la plateforme qui nous envoie un message. Mais on vous recommande également de nous envoyer un email, d'envoyer un email au superviseur pour lui dire, voilà, mes données sont validées, je vous laisse la main, et éventuellement ajouter tout commentaire qui serait intéressant par rapport à la qualité de données. J'ai bien vu que telle et telle donnée n'atteignent pas les taux cibles, je compte y retravailler. Voilà, donc donner un petit peu de contexte par rapport à l'autocontrôle que vous avez fait et aux éléments qui sont susceptibles de provoquer un certain nombre de questionnements de la part des superviseurs dans le contrôle, ça permettra de ne pas vous poser des questions évidentes ou des choses que vous avez peut-être vues et qui, pour vous, sont des points que vous allez faire évoluer d'ici la validation finale. Une fois qu'on a scellé ces données, que le superviseur vous a fait un retour sur les points sur lesquels il a des questions, il va déceler et vous allez devoir dévalider à nouveau sur la plateforme les données. Ce qui vous permettra de refaire un envoi de données après d'éventuelles modifications, revalider, prévenir le superviseur qui va lui-même à nouveau sceller, etc. Et au final, une fois que les données sont satisfaisantes, le superviseur validera les données définitivement et là, le circuit est terminé et il y a ensuite le rapport de supervision et les justifications qui sont demandées aux établissements, notamment pour les atypies. N'hésitez pas, si vous avez des questions donc dans le Q&A, de nous les mettre, hein. Au niveau des ressources de commentaires, donc cette année, on a quelques établissements nouveaux qui participent à l'ENCHAD, et puis on a aussi quelques référents au sein des établissements qui sont nouvellement affectés à cette tâche, et donc vous pouvez trouver un certain nombre de ressources documentaires. Je vous ai parlé des ressources documentaires sur la plateforme IENC, notamment les guides de lecture des tableaux de contrôle, pour bien comprendre finalement euh, la portée quelque part des tableaux de contrôle qui présenteraient des atypies. Vous avez aussi un accès, un raccourci finalement sur la documentation de la page NCHAD, données 2022, et puis l'accès au téléchargement des logiciels Arcane, Aramis et Visual ENC, qui sont les trois logiciels dont vous avez besoin. Lorsque vous consultez les tableaux de contrôle, vous avez également un lien qui permet d'avoir le guide de lecture du tableau que vous consultez et uniquement celui-là. Donc c'est quelque chose qui est également qui peut aussi vous faciliter la vie pour vérifier comment les tableaux de contrôle et les données qui figurent sont calculées. Là, c'est un extrait de la page donc ENCHAD 2022 avec l'accès qu'il y aura aux vidéos qui ont déjà eu lieu, comme la réunion de lancement de la campagne ENC, au diaporama, et c'est également là que vous verrez l'accès aux différents webinaires, dont celui d'aujourd'hui. Et puis, vous avez accès vraiment aux documents de base de la campagne ENC 2022, les consignes de la campagne, le guide des outils ENC, qui là est vraiment un guide commun à toutes les ENC, les codes des imports, ça c'est pour importer des données à partir d'Excel dans Arcane, et ainsi de suite, les guides d'utilisation des logiciels Arcane et Aramis, etc. Il y en a deux, et la page continue, hein. Donc il y a pas mal de ressources sur cette page-là. Les tableaux de contrôle. Donc ici sur cette pyramide, ce que l'on voit, c'est que on a
si on commence par la base, la version des logiciels qui est un préalable, en général, même un préalable pour pouvoir déposer vos données. Donc, si un certain nombre de mises à jour sont obligatoires et font que vous devrez mettre à jour la version, avec, votre logiciel Arcane avec sa dernière version, ou parfois Aramis, afin de pouvoir déposer vos données. Ensuite, on a la rubrique 1, c'est là où je vous parlais des 3 rubriques qu'on va voir. Rubrique 1, première étape de validation. Rubrique 2, données PMSI. Rubrique 3, recueil au séjour et coût des sections. Donc, on voit les différents points de contrôle et les tableaux de contrôle qui en résultent. Il y en a de nombreux et l'objectif d'aujourd'hui, c'est pas de tous les passer en revue, mais de prendre les tableaux de contrôle, je dirais, les plus pertinents, les plus importants, et de vous expliquer ce que l'on attend sur ces différents tableaux de la part des établissements. Donc la façon dont ce qu'on va voir aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est les 3 premiers points, les 3 premières rubriques. Ensuite, les coûts au séjour, ça sera et l'utilisation de Visual ENC, ça sera pour la webconférence, la prochaine du 12 juin. Donc sur la première rubrique, ça c'est l'écran que vous avez lorsque vous êtes sur la plateforme IENC. Vous allez avoir différents documents que vous pouvez télécharger ou des tableaux que vous pouvez voir directement sur le navigateur que vous utilisez. Donc de la même façon pour la rubrique 2 et pour la rubrique 3. Voilà les différents tableaux qu'on va voir aujourd'hui. La rubrique 4, ça sera ce que l'on verra la prochaine fois. Vous avez aussi une possibilité, c'est que dans le fichier zip que vous téléchargez, quand vous téléchargez l'ensemble des tableaux de contrôle, vous avez un fichier qui s'appelle, avec votre numéro de finesse 2022 de 19 TBXLS. C'est le fichier qui contient tous les tableaux de contrôle sous format Excel. Il est particulièrement pratique pour passer en revue, onglet après onglet, l'ensemble des tableaux de bord, des tableaux de contrôle. Donc si on commence d'ores et déjà dans la rubrique 1 sur les premiers contrôles, on est vraiment sur les contrôles là de base, donc valider les versions du logiciel pour puisqu'en fait c'est ce qui nous permet euh, alors je vois que il y a déjà une question sur les versions. J'ai quelle version d'Arcane? J'ai téléchargé la dernière version 2022 2.3. Or, dans les tableaux de contrôle, on m'a dit que la version attendue est un peu plus ancienne. Donc là, peut-être que la TIH pourra nous éclairer sur ce point-là. Mais effectivement, il y a eu déjà des mises à jour sur 2022. Oui, il y a eu déjà des mises à jour sur 2022, mais normalement, dans les tableaux de contrôle, ça a dû être mis à jour et la version 2022.2.3 de Arcane doit être acceptée. Donc, normalement, c'est indiqué dans les tableaux de contrôle. Alors après, à voir si vous voulez nous envoyer un mail avec une copie d'écran s'il y a un souci, mais normalement, c'est à jour également. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, ce qui est possible, c'est que la version, c'est que le tableau de contrôle indique qu'il est accepté, voilà, Mm. qu'une version plus ancienne est acceptée parce que peut-être que ça n'a pas d'impact pour le NCHA, et je ne sais pas si c'est le cas, mais Oui, disons que dans le tableau de contrôle, c'est la version minimum acceptée. Parfois, il y a une version encore plus récente, mais dans le tableau de contrôle, une version antérieure est acceptée ou la dernière version à jour également. Ouais, alors dans le tableau de contrôle, si plusieurs versions sont acceptées, elles sont toutes mentionnées. Donc, il faut qu'on aille D'accord. quand même regarder parce que, Hmm. oui, Dans ce cas-là, il faut ça n'a vérifier. pas été mis à jour, mais bon, voilà. oui, c'est pas ce qu'on nous avait dit, mais si Donc c'est ce que vous voilà, normalement, c'est constatez, à jour. voilà. C'est pour ça. Mais Très par contre, bien. quand plusieurs versions sont acceptées, elles D'accord, c'est sont noté. écrites, toutes sont mentionnées en fait, de façon à ce que justement, on sache qu'il y a certaines qui étaient facultatives. Donc on va Très bien. regarder ce point-là. Merci. Donc, on a ensuite un premier tableau qui représente les indicateurs de la feuille contrôle d'Arcane. Donc, c'est-à-dire que dans le classeur Arcane,
lorsque vous travaillez sur le logiciel Arcane, sur votre PC, vous avez une feuille contrôle qui va indiquer un certain nombre d'éléments avec des contrôles qui peuvent être à vérifier. Et donc, on va les reprendre ici dans le cadre d'un tableau de contrôle qui récapitule l'ensemble de ces éléments. Donc, lorsqu'il y a marqué à vérifier, ça veut dire que nous, c'est des éléments sur lesquels on attend de votre part des explications euh, pour pouvoir répondre. Il y a des contrôles, c'est pas forcément des contrôles bloquants, mais on a besoin d'une justification. Certains de ces contrôles font partie de contrôles pour la RIV, la revue interne de validation, qui permet de valider les données et la qualité des données en fin de campagne. Donc, ceux qui sont effectivement à oui dans cette colonne contrôle pour le critère RIV doivent être particulièrement faire l'objet d'une attention particulière de votre part. On a dans les contrôles vraiment les points à valider essentiels, le bouclage Arcane des charges et ce qui permet de vérifier que les écarts au final sont nuls. Bon, un écart extrêmement minime peut éventuellement être accepté, mais l'objectif est a priori d'avoir ici un contrôle qui soit bon. On a parmi les premiers points à valider également le pourcentage de charges à caractère médical qui reste sur la section pharmacie. Donc, puisque l'objectif, c'est de les avoir toutes ventilées sur les sections. Donc là, ça nous permet de les avoir ventilées euh, à travers les différents fichiers de co-séjour. Donc là, c'est cette colonne-là qui doit tendre vers 0. Également, on a le pourcentage de charge de matériel médical et d'entretien maintenance restant sur la section génie biomédical. Donc sur ce tableau, c'est la même logique, hein. On doit en avoir un minimum qui reste sur cette section et donc le montant doit tendre vers 0 également. On a les charges et produits affectés donc en charges non incorporables en CNI ou en produits non déductibles en PND. Donc, à partir déjà depuis la campagne précédente, on a enfin, le traitement des charges pour réalisation de l'ENC, donc le temps que vous passez ou s'il est pris en compte comptablement sur l'entité qui est concernée par l'ENC. Auparavant apparaissait en charge non incorporable, aujourd'hui il n'apparaît plus, donc ça c'est logique. Il va apparaître dans une section hors étude ENC, qu'on mentionne ici en bas, hors étude ENC. Donc l'année dernière, on avait un écart entre les 2 années. À partir de 2022, on devrait avoir des années tout à fait similaires et plus aucune charge non incorporable liée à la réalisation de l'ENC. Alors après, ce que le superviseur va vérifier, c'est qu'on a bien cette section qui existe et qu'il y a des charges dedans, ou alors s'il n'y en a pas, eh bien c'est à justifier auprès du superviseur que effectivement il n'y a pas de charge dans les comptes de l'établissement analysé lié à la réalisation de l'ENC. Donc ça, il faudra le justifier pour qu'on sache si ce n'est pas un oubli justement ou si c'est réellement la réalité. Donc ça, on va pouvoir le voir notamment dans le tableau 1.6.4 qui nous donne les charges de personnel autres. Et donc, dans ce cadre-là, on verra s'il y a des montants de charges de personnel autres qui ont été affectés sur la section hors études ENC, ainsi que l'ETP, la quote-part d'ETP, correspondant à la réalisation de cette ENC. On arrive donc après sur les tableaux justement 1.6 qu'on vient de commencer à évoquer. Ces tableaux sont vraiment des tableaux qui cherchent à valider la cohérence entre la masse salariale que vous avez ventilée et les ETP que vous avez renseignés, et donc qui calculent un ratio
de charge salariale, de masse salariale chargée sur les ETP déclarés. Donc, à partir du moment où vous dépassez certaines bornes qui sont indiquées ici, par exemple pour le personnel soignant, si vous êtes en dessous de 20 000 ou au-dessus de 140 000, pour le personnel autre en dessous de 20 000 ou au-dessus de 100 000, et ainsi de suite. Si vous êtes en dehors de ces deux bornes-là, eh bien, la cellule va s'afficher en jaune, et donc il sera utile et nécessaire que vous justifiez la raison de ce coût à l'ETP atypique. Donc vous avez des sous-tableaux pour les différentes catégories, donc PS, PA, PM, sage-femme, etc. C'est pas forcément bloquant. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra juste nous expliquer pourquoi. Euh, Parfois, il y a des notions de garde qui peuvent impacter effectivement un ratio. Donc ça, il suffira de nous le préciser. Donc pour le calcul de ce pour le calcul de ce ratio de masse salariale par ETP, ce qui est utilisé, ce sont les ETP qui sont, ici on vous présente l'onglet ETPR d'Arcane, et c'est donc par exemple ici, sur les personnels soignants, que vous avez rentré les ETP, c'est cet ETP qui est utilisé. Vous l'avez déjà dans Arcane, avec le coût moyen du personnel soignant, et déjà à cet endroit-là, vous pouvez voir les montants qui vont ensuite apparaître dans le tableau de contrôle. Là, je vous ai montré que les personnels soignants, mais c'est la même chose pour les autres catégories de personnel. Donc, à un moment donné, s'il y a une erreur ou s'il y a quelque chose à ajuster, il faudra soit ajuster l'ETP dans l'onglet ETPR, soit ajuster le montant de la masse salariale ventilée dans l'onglet 3SA. Voilà, si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas dans le Q&A. Donc dans les contrôles de base, là c'est l'onglet de contrôle d'Arcane. Donc dans Arcane, d'ores et déjà, ici vous avez une zone de saisie libre. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que si vous renseignez ici la justification, cela nous permettra d'éviter de vous poser la question. On reprendra les justifications que vous aurez notées dans cette zone de saisie libre. Donc je vous encourage à le faire, ça fera gagner du temps à tout le monde. Donc dès qu'on n'a pas OK, l'idée c'est de pouvoir nous dire si vous avez vérifié et s'il y a une raison, une justification particulière par rapport à cette problématique-là. Après ces éléments de charge par ETP, on passe sur des éléments de comparaison des classeurs Arcane de l'année précédente et de l'année en cours. Donc évidemment pour ceux qui ont déjà qui ont participé à la précédente campagne. Et dans ce cadre-là, vous allez avoir toute une série de tableaux qui comparent les charges et les produits, les ETP, tous ces éléments entre le classeur de l'année précédente et de cette année. Donc ça vous permet et ça nous permet de vérifier un certain nombre d'affectations ou des évolutions de postes de charge qui sont particulièrement atypiques d'une année sur l'autre, qu'on va rapprocher de l'activité, hein, si l'activité a beaucoup évolué, ou que l'on va rapprocher du mode d'intervention, si l'établissement est passé d'un mode d'intervention, par exemple, avec beaucoup de salariés, vers un mode d'intervention avec beaucoup plus de libéraux, eh bien, on va effectivement constater un certain nombre d'évolutions. Donc nous, on s'attend à avoir de votre part dans nos échanges des explications sur les raisons des évolutions importantes des différents postes de charge qui peuvent être expliquées soit par une évolution de l'activité, hein, plus d'activité, une évolution de l'activité également en termes de type de prise en charge, si vous avez développé certaines prises en charge en particulier. On entend beaucoup parler de l'achat des rééducations. Vous avez développé des activités plus
chimio ou des activités plus davantage de soins palliatifs. Donc toutes ces évolutions-là, elles peuvent évidemment impacter les charges et les ETP. Et enfin, ça va. Après, c'est le mode d'organisation. Si l'établissement a changé les éléments d'organisation entre les salariés et les libéraux, par exemple, eh bien, c'est des éléments euh, d'explication qui seront particulièrement utiles pour comprendre l'évolution et les différents tableaux de contrôle de la campagne en cours. Donc, le type d'atypie qu'on peut repérer, ce sera des évolutions qui sont complètement décorrélées entre les charges et l'activité. Donc, sur ce tableau-là en particulier, on a la possibilité de voir de quelle manière évoluent les charges nettes d'un certain nombre de sections. Par exemple, les infirmiers intérimaires. Ici, la section, elle a un montant qui évolue de 4%. Mais quand on regarde le minutage, puisque là c'est une section avec des intérimaires qui sont minutés, eh bien on voit que le nombre de minutes a baissé de 36%. Donc là, ça voudrait dire que le coût horaire de l'intérim a énormément augmenté. Donc là, on aura besoin de comprendre les raisons. Alors que sur la ligne d'en dessous qu'on a montré ici, les aides-soignants salariés, on voit qu'ils ont augmenté de 33% et que finalement le temps minuté a également augmenté du même ordre de grandeur de 34%. Donc dans ce cas-là, cela nous paraît tout à fait cohérent. Donc maintenant, on arrive sur les tableaux 2. Le tableau 1, c'était les points invalidés dans Arcane, et là, on arrive sur les points invalidés dans Aramis. Donc Aramis, c'est le logiciel dans lequel vous allez charger tous les éléments au séjour, et c'est ce qui on va rapprocher un certain nombre d'éléments que vous avez dans les fichiers Aramis que vous avez utilisés pour alimenter Aramis. On va les comparer, notamment euh, aux données qui sont dans Arcane. Donc l'idée, c'est de vraiment d'appareiller des données au séjour à des séjours et ensuite d'en contrôler euh, la pertinence déjà par rapport aux ventilations au séjour. S'il y a des séjours qui ont des très très grosses charges atypiques sur un séjour, on va s'interroger sur la qualité des fichiers Aramis et ensuite de les comparer aux données Arcane, notamment le taux cible de minutage des intervenants, ce type d'indicateur. Donc, un des points essentiels qu'on regarde dès le début, et c'est typiquement, je vous le disais en introduction, ce type de tableau, il faut absolument que l'écart soit à zéro avant qu'on commence à analyser les autres données, sinon on risque de faire un travail d'analyse pour rien. Ici, c'est tout simplement de s'assurer que entre Arcane et Aramis, on a une cohérence entre le nombre d'heures, le nombre de passages, etc. Donc ça nous permet de valider que les données qui sont dans Arcane et dans Aramis sont cohérentes. Donc, parfois, il y a des petits écarts, mais même des petits écarts, pour que ce soit vraiment propre, on vous demande de faire en sorte que ce soit parfaitement égal à zéro. Il y a une fonctionnalité d'Aramis depuis l'année dernière, il me semble, qui permet d'exporter les données des fichiers 5 et 6 vers Arcane, ce qui permet d'alimenter Arcane avec exactement les bons chiffres de la dernière version d'Aramis. Donc, lorsque vous mettez à jour des fichiers Aramis, pensez derrière à mettre à jour également la partie Arcane. Donc, également, on va avoir le même type de contrôle sur les montants au séjour. L'idée, c'est de vérifier que ce que vous avez renseigné dans les fichiers Aramis, les fichiers 1, 2 en l'occurrence, au séjour, lorsqu'on somme l'ensemble de ces charges que vous avez ventilées au séjour, que l'on retrouve bien le montant total qui est ventilé dans Arcane pour ce type de dépenses. Sinon, si on a un écart entre les deux, c'est qu'on n'a pas, c'est soit qu'on a ventilé
trop de dépenses par rapport à ce qu'on a dans Arcane, soit pas assez. Donc dans les deux cas, il y a un souci à résoudre. Donc ensuite, une fois qu'on a passé ces contrôles, je dirais vraiment de base, mais qui sont nécessaires pour que derrière les autres contrôles soient pertinents, on arrive à des taux de suivi. Les taux de suivi, c'est vraiment le concept, un des concepts les plus importants dans l'ENC. L'idée, c'est de savoir finalement par rapport aux charges que j'ai en comptabilité sur telle ou telle dépense médicale, par exemple, eh bien, est-ce que j'ai réussi à ventiler 100% de ces dépenses sur des séjours spécifiquement, ou est-ce que il me reste une part non ventilée pour laquelle je ne sais pas exactement sur quel séjour les ventiler, et donc qui reste je dirais qu'il y a une imprécision entre guillemets qui engendrera une imprécision sur le coût final au séjour, qui est ce qui nous intéresse dans l'ENC. Donc là, le taux de suivi, il est calculé en comparant ce qu'on a transmis dans Aramis en les affectant à des séjours spécifiques par rapport à la dépense totale dans Arcane. Donc c'est la partie ici transmise dans Aramis par rapport à ce qu'on a dans Arcane, ce qui nous permet de voir par exemple sur la première ligne que là les spécialités pharmaceutiques non facturables en Suisse dans cet exemple sont suivies à 88%, puisque 88% de la masse qu'on a en comptabilité se retrouve affectée au séjour. Et le taux de charte qualité, l'objectif prévu dans la charte qualité de suivi au séjour est de 50%. Donc là, en l'occurrence, on a parfaitement dépassé cet objectif puisque on a identifié des charges de spécialité pharmaceutique de façon précise sur 88% de la masse totale de charges de ce type de dépenses. Lorsque vous n'atteignez pas le taux cible, eh bien, vous allez avoir la cellule qui s'affiche en rouge, comme ici, et vous allez avoir ici le montant d'insuffisance de suivi au séjour qui vous permettra de voir ce qui manque pour éventuellement atteindre ce taux de suivi cible de la charte qualité qui permet d'avoir certaines primes en termes de subventions ENC. Donc là, on voit bien qu'on est sur des taux cibles sur chacune des lignes qu'il faut atteindre pour les suivis au séjour par type de dépense. Si votre taux est supérieur à 100%, eh bien là aussi, il faudra le justifier. Donc il y a des raisons, notamment avec les mécanismes de provision, qui font que dans certains cas, on a un taux de suivi au séjour qui est, enfin, des montants de dépenses au séjour qui sont supérieurs aux montants comptabilisés dans Arcane. Donc dans ces cas-là, il faudra les expliquer de façon précise et éventuellement ajuster les méthodes de provision pour les années suivantes pour que on évite d'avoir trop de taux supérieurs à 100%. S'il est inférieur à la charité, bien de la même façon, il faudra expliquer quelle est la problématique. Là aussi, il y a des problématiques purement de suivi, des dépenses qu'on n'arrive pas à suivre au séjour et que l'on ne retrouve pas dans le système d'information. Et dans d'autres cas, on a aussi des provisions de factures non parvenues qui sont parfois plus importantes que la réalité et qui font que on n'arrive pas à avoir finalement un taux supérieur au taux cible. Il y a des éléments aussi dans certains de vos établissements, dans ce qu'on a pu rencontrer, des problématiques de remise de fin d'année. S'il y a des remises de fin d'année, elles doivent être imputées dans les montants Aramis. On ne doit pas, mettons qu'en fin d'année, il y a 5% de remise sur l'ensemble de la dépense, eh bien, il faudra l'imputer sur chaque séjour, et, parce que sinon, on se retrouvera avec un montant Aramis supérieur au montant Arcane. On a aussi les problématiques de retour en stock dans certains établissements, plutôt des consommables qui finalement n'étaient pas utilisés et qui vont être comptabilisés plusieurs fois au séjour, sur plusieurs séjours, alors qu'en réalité, c'est un retour de stock. Donc ça aussi, c'est des éléments qui, dans la supervision, qu'on a vu comme explication parfois de non-atteinte de ces taux de suivi. L'objectif, c'est de fiabiliser
le suivi au séjour, soit si on peut, sur les données de la campagne actuelle, en adaptant les montants suivi au séjour, soit si c'est pas possible parce que ça demande trop de ressources et que le suivi n'a pas été fait au fil de l'eau, de modifier le suivi pour que sur la campagne prochaine, on arrive à avoir des données qui sont le plus justes et le plus fidèles de la réalité. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On arrive aussi ensuite au taux de suivi au séjour des intervenants suivis en minutes. Donc là, c'est un autre élément de suivi avec exactement la même logique. J'ai des intervenants qui ont un certain volume horaire de travail, donc les ETP rémunérés que vous allez, sur la partie dédiée aux soins, que vous allez renseigner. Ça me donne un nombre d'heures théoriques de travail et je vais comparer ça au nombre d'heures recensées dans Aramis sur chacun des séjours. Ce qui va me permettre de voir quelle est la part que j'ai affectée du temps de l'intervenant en question, du professionnel en question, au séjour. Et la part que je n'ai pas affectée, c'est une part qu'on ne pourra pas ventiler précisément sur des séjours, donc c'est une part d'imprécision quelque part, comme tout à l'heure dans l'exemple des dépenses au séjour. Donc ici, on a le taux de suivi qui nous permet de voir finalement quelle est la part que j'arrive à suivre au séjour sur le total du temps disponible des soignants pour la partie soins, c'est-à-dire hors transport. Ensuite, on a la ventilation du temps de soins par rapport au temps de transport qui nous permet de voir justement le taux de suivi va être comparé sur la partie justement soins. Et puis, on va aussi regarder de façon assez fine l'évolution de la part du transport pour s'assurer qu'on n'utilise pas le transport juste pour améliorer, je dirais, artificiellement le taux de suivi. Donc, dans le cas où la part de transport évolue de façon significative, on attendra que vous donniez des explications sur cette évolution si elle est particulièrement importante. Donc, ici, Euh, le taux attendu, c'est le taux de suivi en minutes au domicile, c'est tout intervenant confondu que l'on va donc comparer par rapport au taux de la charte qualité qui est attendu de 90% ici. Et là, le taux tout intervenant confondu dans cet exemple, il est de 95%, donc là, il est atteint. Là, c'est vraiment sur l'ensemble des salariés au domicile. Contrairement à, on verra après, le taux de suivi des passages suivis en montant, où là, c'est pour chaque intervenant et donc pour chaque ligne du tableau. Donc là, c'est vraiment sur le global du temps de suivi des salariés. Suivi en minutes. Donc, les points d'attention, comme tout à l'heure, c'est justifier les taux de suivi qui sont inférieurs à la charte qualité. Qu'est-ce qui a fait que ces professionnels, on n'arrive pas à suivre le temps passé auprès des patients par rapport au temps total passé auprès enfin, au niveau des soins du patient. Contrôler ensuite l'affectation entre la partie soins et transport, hein, donc je viens de vous en parler. Mais également, il y a d'autres temps qui peuvent être identifiés. On a les charges d'intervenants pour les temps de coordination. Donc c'est la quote-part du temps des personnels, des intervenants salariés qui travaillent habituellement au domicile, mais pour lequel il y a une phase de coordination médicale, soignante et sociale. Donc ça, c'est une quote-part qui peut être identifiée. Et également, dans le BCMSS personnel autre, elle regroupe les charges de personnel autre qui assurent des fonctions de coordination. Donc, notamment, par exemple, pour la psychologue salariée, il y a une partie de temps au bureau qu'il faut affecter ici. Ce qui fait que si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir un taux de suivi qui atteindra pas le taux cible, alors que cette partie au bureau s'affecte dans cette section-là. Donc, pour vraiment le personnel, les salariés qui sont habituellement au domicile, hein, donc
les aides-soignantes et les infirmières par exemple, eh bien, on aura une petite quote-part qui peut exister de temps de coordination. Ça sera moins le cas pour, en général, des intervenants qui sont pas salariés, bien évidemment, puisqu'il y aura beaucoup moins de temps de coordination sur cette partie-là. Donc, ça, c'est contrôler donc la juste affectation du minutage entre ces différentes sections et ensuite contrôler l'évolution de la part transport. Je vous en parlais. Pour nous, s'il y a plus de 10% d'écart d'une année sur l'autre, on a besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que cette part transport, elle est plus ou moins importante que l'année précédente, que la part transport soit pas une variable d'ajustement sur la ventilation du temps des différents intervenants. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Le taux de suivi des salariés, avec le taux de suivi des dépenses au domicile, ça fait partie des tableaux essentiels. Ce tableau, il va de pair avec le taux de suivi des intervenants suivis en montant. Donc, euh, exactement la même logique, hein. Donc là, on n'a pas de minutes, mais on a des montants. Donc c'est exactement la même logique finalement que les dépenses, que le taux de suivi des dépenses au séjour qu'on a vu tout à l'heure avec les spécialités pharmaceutiques. On va vérifier quelle est la part de la dépense de cet intervenant suivi au montant que l'on peut affecter à des séjours bien en particulier. Et on va regarder euh, le poids de la part transport de ces intervenants. Donc là, on est sur un taux de charte qualité qui est de 90% par intervenant. Donc on va regarder chacune des lignes. Si vous avez une seule ligne, et parfois on a la situation d'avoir une ligne d'un intervenant qui a une très petite quote-part de TP, mais qui est mal suivie, et même si c'est une ligne, j'ai envie de dire, avec un montant qui est peu significatif par rapport au montant total des charges, elle est susceptible de vous empêcher, voilà, en tout cas, d'être en atypie par rapport au taux de suivi de 90%, et donc de ne pas vous permettre d'avoir euh, le- l'atteinte, on va dire, des objectifs de la charte qualité. Il faut aussi être vigilant dans certains cas où vous avez des intervenants suivant montant qui ne vont pas vous détailler la part du transport dans leur facturation parce que c'est forfaitaire et ça peut poser des soucis puisque la part de transport sera à zéro. Pour nous, c'est pas une atypie qui est rédhibitoire, mais c'est vrai que ça fait l'objet en général d'une recommandation d'essayer autant que possible d'isoler cette part transport pour pouvoir euh, la renseigner dans le recueil des données. Donc, après ces tableaux-là, je vous propose, si vous avez des questions sur cette première partie,